Bonsoir à toutes et à tous et merci Charlotte Brun, merci beaucoup pour ces mots, pour cet accueil. Je voudrais vraiment remercier la ville de Lille non seulement d'avoir accepté d'accueillir ces rencontres, mais de nous avoir aidé à les organiser. Et puis, écoutez, quand on se retrouve dans un lieu aussi majestueux, on est déjà entré dans un moment qui va être assez exceptionnel. Remercier évidemment son maire, Martine Aubry, son adjointe Charlotte Brun et toutes ses collègues et ses collègues qui l'entourent dans cette mission. Océane Lepape, la conseillère technique au cabinet du maire. Également le service projet éducatif global qui est dirigé par Axel Rose et qui nous a vraiment suivis de bout en bout sur ce projet. Je voudrais remercier très particulièrement et chaleureusement Étienne Prudhomme, qui est le chargé de mission du RFVE et qui a vraiment assuré tout depuis le début, y compris notre assemblée générale de ce jour. Remercier Michel Lusseau, mais j'y reviendrai, ainsi que les nombreux intervenants, dont Thierry Paco, dont les travaux sur la ville récréative et l'exposition qui a eu lieu à la Halle au Sucre de Dunkerque ont inspiré notamment la journée de demain. Il interviendra. Avant de céder la parole à Michel Lusseau, je voudrais dire quelques mots de présentation du RFVE d'abord, peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas encore complètement, et quelques éléments d'analyse sur l'actualité depuis la rentrée, car c'était aussi l'objet de notre Assemblée générale que nous avons tenue tout à l'heure. Le réseau français des villes éducatrices, c'est un réseau d'une centaine de villes. Les élus de ces villes, l'éducation, petite enfance, jeunesse, de toute tendance politique, mais qui ont un objectif en commun, c'est de faire de l'éducation la priorité des politiques municipales, de faire du projet éducatif un projet éducatif global, et ce n'est pas un hasard si on est à Lille ce soir, c'est parce que Lille a fait de la globalité de son projet éducatif quelque chose de très fort et qui est étayé par une organisation administrative dédiée particulièrement remarquable. Les villes éducatrices sont mobilisées pour travailler avec le nouveau gouvernement. Nous avons rencontré les ministères, notamment le ministère de l'Éducation, bientôt l'Élysée. Nous sommes évidemment mobilisés pour que nous puissions travailler ensemble à la continuité des politiques éducatives. Et d'ailleurs, nous étions de ce point de vue-là attachés à la première prise de parole de Jean-Michel Blanquer qui disait, je cite, « Il faut arrêter avec le stop and go en matière éducative ». Il est vrai que depuis, nous avons pu être parfois désarçonnés par le sentiment de remise en cause de la politique que l'État, finalement, avait lui-même mis en place et qu'il demandait de mettre en place aux collectivités territoriales. Nous aurions notamment, sur les rythmes éducatifs, préféré entamer la discussion sur la question de la qualité des projets éducatifs, de la façon dont les différents temps s'articulent, de mettre l'enfant au cœur de la réflexion, ce qui est d'ailleurs un des sujets de ce soir finalement. Et nous sommes entrés par un bout de la lorgnette qui nous semble pas nécessairement être celui qui devrait guider les choix politiques en matière éducative. Quelle urgence y avait-il de rouvrir un débat qui pourtant est réglé partout ailleurs dans le monde? On est le seul pays à se poser ce type de questions. Nous avons voulu travailler malgré tout sur ce sujet-là et les villes, nous l'avons vu cet après-midi, vont prendre les unes les autres des positions qui seront sans doute diverses, mais avec cet attachement qu'on ne devait pas défaire ce qui avait été fait, que les projets éducatifs qui avaient été construits doivent perdurer avec une logique de globalité des temps, de logique de partenariat, parce que c'est la réalité, c'est que la réussite des projets en matière d'éducation ne peut passer que par un partenariat entre les acteurs locaux et l'État. Et je prends l'exemple des CPA 12, dont chacun était d'accord pour dire que c'était une bonne mesure a priori, mais qui nécessite évidemment qu'elle soit abordée ensemble. Comment penser une division d'une classe sans penser l'aménagement que vont faire les collectivités pour permettre cette division? Comment penser les choses si on ne s'entend pas dès le départ sur la manière dont on les évalue, avec des incidences pour nous qui sont extrêmement fortes? Les questions de co-intervention versus division physique, enfin toutes ces questions-là nécessitent évidemment que nous soyons dans la discussion ensemble, et surtout que nous regardions vers l'avant et que nous ne relancions pas des faux débats qui excluent.
Quel intérêt de relancer le débat sur des mères voilées dans les sorties scolaires alors qu'on sait que le droit n'évoluera pas, que le président de la République lui-même a dit qu'il n'évoluerait pas? Quel intérêt de relancer des débats anciens sur l'uniforme alors qu'il n'a jamais existé en France métropolitaine? Si nous voulons être un pays à hauteur d'enfant, nous devons poser la question éducative dans une forme de vision dans laquelle l'enfant est au centre de ce débat, mais dans l'idée aussi qu'il doit y avoir une continuité des politiques éducatives. Si nous voulons nous hisser, c'est la belle image qu'il y a elle n'est pas là, mais vous l'avez eu dans le programme de cette rencontre, c'est qu'on se hisse à hauteur d'enfant. Là, c'est l'enfant qui essaye de voir au-dessus de la fenêtre, mais il y a cette idée de se hisser. Et il faut que, pour cela, nous ne fassions pas de l'enfant un enjeu politique des adultes. Je suis persuadé que, et c'est la conviction, je pense, de tous les membres du réseau, que c'est au niveau local que nous allons pouvoir installer la continuité des politiques éducatives et que cela passera nécessairement davantage encore, ça a été déjà beaucoup travaillé à travers les PEDT, à travers des alliances éducatives territoriales. Dans ce cadre, quel plus bel enjeu que de vouloir faire une ville à hauteur d'enfant, mobiliser toutes les politiques sur cet enjeu. Et Charlotte Brun l'a dit, ce sont évidemment toutes les politiques éducatives d'une ville qui ne se réduisent pas simplement à l'école primaire, mais c'est aussi les politiques urbaines et toutes les politiques finalement qu'on peut trouver sur un territoire. Nous aborderons demain la place des enfants dans la ville, des places publiques aux classes, des modalités de transport à la place de leur parole dans le débat public. Car il est frappant de constater que l'enfant n'a jamais eu autant de place dans toutes les préoccupations des adultes et que dans le même temps, il n'a jamais eu aussi peu d'autonomie qui lui est laissée, que ce soit dans l'aménagement des voiries, des squares, des modes de garde. On est dans l'idée qu'il faut le prendre en charge, le protéger, parfois même le surprotéger. On a pu parler d'enfant roi, mais je crois que la question de cette autonomie de l'enfant, de la place de sa parole, c'est un élément extrêmement important. Je suis très heureux que nous puissions aborder ce sujet à Lille. D'une part, ça a été dit par rapport à la place du projet éducatif, encore une fois vraiment remarquable dans les débats que vous avez, le fait que vous ayez régulièrement des rencontres qui associent tous les acteurs lillois, c'est extrêmement intéressant, mais aussi parce qu'il y a ce réseau de géographes, géoprospectives, qui, je pense, est une spécificité qui enrichira la discussion et les discussions que nous pourrons avoir jusqu'à demain. Michel Lusseau, je voudrais vraiment vous remercier une nouvelle fois, sincèrement. Votre présence ici était naturelle, mais vraiment importante pour nous. Votre regard, évidemment, de géographe, mais aussi de spécialiste de l'éducation. J'ai le prisme lyonnais du directeur de l'IFE, mais aussi pour tous, et les bons souvenirs que nous en avons du président du Conseil supérieur des programmes. Et lors de la sortie de votre ouvrage Hyperlieu, vous aviez dit que ce concept permettait de sortir d'une forme de négativité conceptuelle, parce que vous disiez que le problème, c'est que la négativité conceptuelle est prolifique en France. C'est quelque chose, je pense, qu'on peut souvent constater. Et moi, je suis persuadé, avec Charlotte Brun, que c'est à travers la vision d'une ville, à travers l'enfant, que nous pourrons disposer d'une vision prospective qui sera utile à tous les citoyens de notre ville et qui permettra justement, à partir de l'enfance, à partir de l'éducation, de toucher tout ce que nous attendons d'une ville de demain qui doit être accueillante pour toutes et tous. Je vous remercie et merci une nouvelle fois à Michel Lusseau, à qui je vais céder bien volontiers la parole.